Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, la femme en Iran. Vaste sujet que celui des femmes iraniennes. Entre clichés occidentaux et réalité orientale, nous avons décidé d'étudier les femmes iraniennes à travers leur histoire afin de découvrir le contexte iranien que les Occidentaux ne connaissent pas, et de comprendre leur rôle dans la société iranienne selon une étude socio-anthropologique. Nombreuses sont les conceptions infatuées et tenaces, les stéréotypes dénués de tout fondement conférant aux Iraniennes un rôle d'objet d'un patriarcat désuet et opprimant. Il n'en est rien. L'image de la femme musulmane est perçue d'une manière fortement altérée par une vision occidentale, souvent empreinte d'une orgueilleuse ignorance résultant d'un manque cruel d'informations et de documentation de qualité, dont la femme iranienne est l'une des victimes. Mais bien plus que les préjugés sévères et cuistres, c'est sûrement l'absence d'une rigueur d'étude et la mainmise d'une obsessionnelle vision de l'histoire souhaitant réécrire à sa convenance idéologique le passé de l'humanité qui dessert le plus la cause des femmes. La femme iranienne n'échappe pas à cette mascarade, elle en est au contraire le chiffon rouge historiquement brandi et agité pour justifier une coqueluche qui ne peut l'être et qui n'a d'ailleurs aucune raison d'être sinon la bêtise, à moins qu'il ne s'agisse d'une quelconque mercatique serviteur. A fortiori, les femmes occidentales sont perçues négativement en Iran, apparaissant semblablement à des marchandises vouées à la négoce des désirs eux aussi commerçables, et dont l'origine et les conséquences résultant de son développement ne peuvent être exposées ici. Nous ne pouvons que trop conseiller la lecture de La crise du monde moderne de René Guénon, pour comprendre l'évolution de la civilisation occidentale. La critique d'un asservissement social des femmes trouve un héros des plus inattendus en Occident avec cette déclaration de l'ayatollah Khomeini. Les gens disent que par exemple, en islam, les femmes doivent entrer dans la maison et s'enfermer. C'est une fausse accusation. Dans les premières années de l'islam, les femmes étaient dans l'armée, elles sont même allées sur les champs de bataille. L'islam n'est pas opposé aux universités. Il s'oppose à la corruption dans les universités. Il s'oppose au retard dans les universités, il s'oppose aux universités coloniales. L'islam n'a rien contre les universités. L'islam donne du pouvoir aux femmes. Il les met à côté des hommes. Ils sont égaux. Surprenant propos, il en est, lorsque la loi considère une femme comme équivalent la moitié d'un homme. Une distinction est cependant nécessaire pour correctement appréhender notre sujet. Il convient de distinguer les éléments sociologiques à une époque donnée et en un lieu donné des éléments sociologiques d'aujourd'hui dans un lieu particulier. Il en est de même concernant les éléments historiques, culturels et cultuels se plaçant dans une contextualité précise et forgés par des éléments dont l'indisposition à notre esprit nous entraîne trop souvent dans des conclusions hâtives que nous venons de dénoncer. La compréhension d'un fait, en particulier un fait social, n'est guère identique selon que l'on soit iranien ou non iranien. Ainsi en est-il de la condition féminine en Iran, où la réglementation islamique exigeant le port du voile n'est point perçue comme elle peut l'être en Occident, de même que les débats à son sujet en Iran trouvent leurs arguments parmi les courants de pensée iraniens et non selon parmi ceux d'Occident. Il est nécessaire d'appréhender cette réalité si l'on veut saisir et comprendre le sens des mouvements féministes en Iran, qui portent à ce jour leur attention principalement sur les inégalités juridiques. La nécessaire présence de la femme, fondamentale pour la société iranienne, ne peut être comprise qu'en étudiant attentivement les différentes périodes historiques de l'Iran, mais également les différents apports ethniques et culturels qui forgent l'Iran du XXIe siècle. Devant les calomnieuses menteries qui servent de procès à charge contre ce pays plusieurs fois millénaire, rétablir la vérité nous semblait absolument nécessaire, à la fois primordial et intrinsèque. Réhabiliter pourrions-nous dire. Réhabiliter la vérité condamnée par le mensonge à être tue, dissimulée et même haïe par les propagandes dont le seul but est de justifier et de nourrir la haine. Cette haine qui tient l'Occident en esclavage de lui-même, et lui paraît légitimer ses guerres et ses massacres pour s'arroger les ressources économiques lui permettant de vivre en consommant 10 fois plus que nécessaire, et contenter de flatteries son minable ego de civilisation supérieure. Son minable ego qui s'imagine supérieur. Ce livre se veut une plaidoirie livrée à la justice de l'histoire. Chapitre 1 : La femme iranienne durant la période pré-islamique, l'Iran des origines et l'Iran matriarcal.
L'iranologie a connu ce siècle dernier d'importants progrès, en raison notamment d'une étude plus scrupuleuse et approfondie des sources iraniennes, remplaçant peu à peu les sources grecques dont les nombreux écrits renseignaient les chercheurs occidentaux depuis plusieurs siècles. Plusieurs milliers d'œuvres d'art et d'éléments documentaires furent découverts par les archéologues et permirent de la sorte d'approfondir nos connaissances sur les différentes périodes qui composent l'histoire de l'Iran antique. Ces documentations démontrent que la situation sociale des individus, hommes comme femmes, fut étroitement liée à l'organisation sociale et politique durant la période de l'Iran ancien. Bien entendu, ces traces les plus souvent archéologiques pour des périodes aussi anciennes ne nous permettent guère de connaître avec précision les différentes composantes d'une société vieille de plusieurs siècles voire millénaires. Cependant nous permettent-elles de préciser, de confirmer ou d'infirmer ce que nous enseignent les études composées à diverses périodes de l'histoire par les historiens de tout temps. La femme iranienne de la préhistoire à l'Antiquité, l'établissement d'une société matriarcale. Aux alentours de 10 000 ans avant Jésus-Christ, les populations vivant majoritairement de manière troglodyte se mirent à bâtir des habitations consécutivement aux évolutions climatiques et à l'apparition d'un climat plus favorable à la constitution et à l'expansion urbaine sur le plateau iranien. Constituées en tribus, ces populations conféraient à l'entité familiale la centralité du pouvoir. La femme va jouer un rôle prédominant au sein de cette société qui devient progressivement matriarcale. En effet, son rôle de procréation permettant la continuité des générations et intrinsèquement la pérennité de la tribu, lui confère une importance vitale et naturelle qui fit glisser le pouvoir en sa faveur. À ce propos, l'archéologue français Roman G. Hirschman explique, dans cette société primitive, les tâches difficiles avaient été confiées aux femmes. Par conséquent, une sorte de déséquilibre entre les tâches des hommes et celles des femmes apparut. Ensuite, la femme obtint une position supérieure. L'homme occupe dans cette construction sociale un rôle de travailleur extérieur afin de subvenir aux besoins de sa famille, en coopération avec la femme qui travaille quant à elle au sein du foyer et dispose de sa gouvernance. Le fait d'être l'architecte et le cerveau du foyer lui permit d'assumer les responsabilités et la gérance des affaires tribales au détriment des hommes dont l'influence diminua pour totalement s'effacer, et faire apparaître de la sorte une société matriarcale qui finit par complètement s'intégrer dans le système sociétal arien. Un élément pouvant paraître anecdotique démontre bien le caractère matriarcal de la société iranienne antique. Le nom de famille donné aux enfants était celui de la mère, c'est-à-dire non patronymique mais matronymique. Aujourd'hui encore en Iran, les femmes qui se marient conservent leur nom de famille, cependant ce dernier est patronymique. Le philosophe et historien américain Will Durant écrit « À l'époque du matriarcat, la femme détenait la souveraineté. C'est elle qui jugeait, gérait les affaires de la maison et distribuait la nourriture et tout ce qui était nécessaire à la vie. L'homme était chargé de la chasse des animaux dans les forêts. Puis il confiait les aliments à sa femme pour qu'elle les distribue entre les gens de la tribu. La différence qui existe aujourd'hui concernant la force physique des hommes et des femmes n'était pas visible à cette époque. Plus tard, cette différence apparaîtra, liée aux conditions de vie et à l'environnement. À cette période-là, non seulement la femme n'était pas inférieure à l'homme du point de vue de la taille et de la force physique, mais elle était même très forte. Elle pouvait travailler durement et de longues heures. D'où, lors d'attaques ennemies, elle se battait jusqu'à la mort pour défendre sa tribu et ses enfants. La femme va contribuer à l'émergence de la civilisation primitive et à sa métamorphose en une civilisation moderne et évoluée, se développant dans les millénaires précédant l'ère moderne et donnant ainsi naissance à la civilisation iranienne que nous avons coutume de dénommer civilisation perse, parmi les plus évoluées de toute l'histoire de l'humanité. Non seulement dépositaire de la gouvernance économique et sociale, la femme iranienne se voit confier la souveraineté spirituelle développant progressivement l'émergence d'une divinité centrale aux caractéristiques féminines. Le culte de cette déesse mère du panthéon arien va s'étendre aux régions voisines pour devenir selon G. Hirschman une divinité adorée par nombre de peuples asiatiques, dont une représentation supposée sous la forme de statues présentant un visage de femme fut exhumée au cours des '. Une campagne de fouilles ayant eu cours dans la région du Lorestan, dans l'ouest de l'Iran. Il peut dès lors nous paraître probable que l'adoration de la déesse arménienne Anaït,
puise son origine dans la pratique de ce culte. À ce propos, Paul Masson-Oursel précise, comme les Chaldéens, ils révèrent Anaïta l'Immaculée, nom avestique de cette grande déesse, sans doute asiatique d'origine, en laquelle la moitié occidentale de l'Asie, de l'Égée au Pamir, vénérait la fécondité agraire. La femme iranienne au temps des Élamites. Apparue et s'étant développée dans le sud-ouest de l'Iran entre le IVe millénaire avant Jésus-Christ et le premier millénaire de notre ère, la civilisation de l'Élam figure parmi les plus anciennes civilisations qu'ait connues l'humanité. Peu de traces nous sont parvenues jusqu'à ce que les travaux de l'orientaliste allemand Franz Heinrich Weisbach et des archéologues français, Jane et Marcel Dieulafoy et Jacques de Morgan nous éclairent davantage sur l'histoire et la culture de cette civilisation. Cette civilisation organisée sous la forme d'un royaume s'étendant des régions des montagnes Bakhtiari à Pushteku en passant par le Khouzistan et le Lorestan, et dénommée Anzan ou Ansan par ses habitants, nous intéresse particulièrement en raison de la découverte d'une statue représentant une reine qui aurait régné selon les archéologues sur le peuple arien vivant dans cette région et les monts Zagros. Cette statue est aujourd'hui visible au musée du Louvre à Paris. Au sein de la société élamite existait aussi une construction sociale basée sur le matriarcat et conférant à la femme la souveraineté du domaine spirituel, dont des poteries en argile retrouvées sur le site archéologique de Sialka, situé à proximité de Kashan, viennent en témoigner par leurs motifs représentant des femmes exécutant des danses à caractère religieux. D'autres détails intéressants furent exhumés au cours des fouilles, qui révélèrent des habitations bâties en briques crues à Persépolis, Charéré, Chesméali et Souzeux. Les décorations des murs intérieurs étaient l'œuvre des femmes et représentaient des danseuses revêtues de robes somptueuses, dont l'art est encore aujourd'hui pratiqué dans les régions du sud, de l'ouest et du centre de l'Iran. Mais les ornementations ne furent point les seules découvertes attestant d'un sens développé du goût artistique. De nombreux parements furent mis au jour, tels des bracelets, des colliers et des bagues façonnés dans des matières comme l'argile, la pierre ou bien encore les coquillages, attestant du sens esthétique de la population élamite. La découverte de plusieurs statues représentant des femmes nous permet de mieux comprendre le rôle de la femme dans cette société. Outre les déesses, des représentations de reines et de princesses témoignent du pouvoir exercé par la femme élamite. Concernant le développement de l'art et la représentation anthropomorphe dans la civilisation villageoise de l'Élam, Pierre Amier souligne les étapes du développement d'un premier art dans les figurines de femmes aux formes opulentes, délibérément stylisées afin d'éviter de reproduire la réalité apparemment redoutée du visage humain, selon une tradition spécifiquement préhistorique remontant en somme au Paléolithique. L'originalité de la religion élamite apparaît dans la prédominance de la déesse Pinenkir, souveraine du ciel qui ne fut remplacée par le dieu Imban que dans le courant du second millénaire. Le rôle social de la femme élamite n'est pas non plus négligeable. Les sceaux retrouvés à Souzeux laissent apparaître le roi bien souvent accompagné de la reine dont la crinoline qui la revêt ressemble aux statuettes de Bactriane, tandis que la religion s'en inspire à travers un panthéon presque exclusivement féminin, dont les sceaux qui nous sont parvenus témoignent de l'influence mésopotamienne sur les élites sussiennes. Pierre Amier souligne « À côté des animaux et des monstres, les occupations quotidiennes des hommes avaient la prédilection. Chasse, élevage, agriculture et engrangement des récoltes, boulangerie, tissage, et aussi la guerre présidée par un roi prêtre, héritier direct de la figure de chef de l'époque précédente. Ce personnage n'apparaît qu'une fois à Souzeux. De façon plus explicite à Uruk, il joue le rôle du dieu patron, conçu de ce fait pour la première fois comme anthropomorphe, époux d'une déesse elle-même incarnée. Il poursuit sa description des vestiges exhumés. L'inspiration religieuse s'observe sur de grands cachets en cuivre compartimentés, où figurent des divinités féminines, trônant comme le grand dieu élamite sur un serpent ou un dragon. Le visage peut avoir une finesse proche de celle de l'art néo-sumérien, mais il est parfois remplacé par une tête de rapace, qui évoque une religion plus archaïque. Enfin, des statuettes de femmes en chlorite et calcaire blanc portent une crinoline comme les reines d'Élam et confirment la force des liens qui unissaient la civilisation de Bactriane à celle des Élamites. L'humanité se confond encore dans la cosmogonie du monde, et l'inspiration mésopotamienne de l'homme taureau se transpose en déesse poisson et en homme mouflon gardien de l'arbre sacré, symbole de la vie qui répond comme l'écho lointain de l'arbre tuba accueillant le nid de la cimorgue.
Ces mêmes stèles ne manquent pas de représenter le roi en prière devant le dieu Inshushinak, entouré par son épouse la reine et une prêtresse. L'apogée de la civilisation élamite coïncide avec une nouvelle recherche esthétique. Exceptionnellement en Orient, qui ne s'intéressait habituellement qu'à des types idéalisés plutôt qu'aux individualités, on trouve ainsi l'évocation de ces dernières, les hommes dont la rudesse austère exprime le caractère élamite, et les femmes dont la chevelure est diversement élaborée. Une stèle de sous eux est le seul témoin de la sculpture. Elle représente entre autres la grande déesse guerrière comme androgyne, barbue selon une spécificité élamite. La femme iranienne sous les périodes des Mèdes, 678 à 549 avant Jésus-Christ, et des Achéménides, 559 à 330 avant Jésus-Christ. Roman Girschmann décèle deux événements dont l'importance doit être soulignée ayant eu lieu au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. D'une part, la découverte et l'appréhension du fer dont les gisements se trouvaient dans les montagnes de toute la partie nord de l'Iran et d'autre part, l'immigration des populations indo-européennes vers l'Inde, l'Iran et l'Europe. Cette évolution va considérablement influencer les sociétés qui se développent en Asie occidentale, à savoir les peuples aryens des Mèdes dans l'ouest, des Perses au sud et des Parthes dans l'est. Notamment marquée par des liens forts avec son voisin mésopotamien, la culture mède voit son influence s'étendre jusque dans le sud de la Russie et du Turkménistan après avoir vaincu l'Empire assyrien. C'est justement sous cette influence que la société matriarcale va peu à peu disparaître pour laisser la place au patriarcat, sans toutefois ôter aux femmes la charge de l'agriculture et l'importance qui leur était jusqu'à présent conférée. Bien que leur pouvoir se réduit, elles conservent tout de même leurs droits familiaux, la gouvernance de la tribu et le pouvoir de juger. L'orientaliste russe Igor Diakonov écrira à ce propos : la période matriarcale se termina avec l'extinction de la dynastie Mède et durant le gouvernement achéménide. L'homme et la femme jouissaient de droits égaux. Citant Ctésia, il rappelle le droit pour les filles et les beaux-fils du souverain d'hériter du trône. Il est intéressant de noter que les vêtements sont à cette époque différents selon les sexes, et que les femmes mèdes ne portent pas encore le voile. G. Hirschman note à propos du mobilier funéraire retrouvé lors des fouilles qui permirent l'exhumation de tombes mèdes dans le Lorestan. À cela s'ajoutent, venues des mêmes sépultures, quelques images du panthéon adoré, parmi lesquelles nous croyons pouvoir reconnaître quelques rares divinités de la religion archaïque iranienne. Ce sont le dieu Zurvan, l'androgyne, donnant naissance aux jumeaux Ahura Mazda et Ahriman, les deux principes du bien et du mal, et Sraosha, le justicier. Aux Mèdes succédèrent les Achéménides lorsque Cyrus II, 576 à 530, dit le Grand, devint le premier roi de la dynastie en 559 avant Jésus-Christ. Sa mère, Mandane, qui fut la fille du dernier souverain Mède Astiage demeuré sans postérité masculine, permit la passation du pouvoir et conserva toute sa vie durant une influence sur son fils qu'elle avait toujours éduqué et préparé à son destin royal. Elle fonda des écoles chargées d'éduquer les garçons aux diverses qualités nécessaires d'une bonne éducation. Citons par exemple le tir à l'arc, le combat et l'équitation, mais également destinées à transmettre les enseignements qu'elle enseigna elle-même à son fils et qui comptent parmi les plus grandes qualités du souverain achéménide, à savoir la distinction du juste et de l'injuste, qualité de justice qui reste encore aujourd'hui rattachée à la figure de Cyrus le Grand. Ce dernier ne cessera d'ailleurs jamais de lui témoigner son respect, et le souvenir de Mandane demeure l'un des plus célèbres exemples de la prédominance de la femme dans la culture et l'identité iranienne, parmi d'autres femmes illustres comme l'eurent été le commandant Panthéa, la reine Hattusa, Roxane l'épouse iranienne d'Alexandre le Grand et la reine et amirale Artémisa. Le rôle des femmes dans le développement de la société achéménide n'est d'ailleurs plus à démontrer. En effet, des tablettes retrouvées à Persépolis témoignent de la participation des femmes dans la construction de la capitale achéménide et de leur traitement identique à celui des hommes. Nul esclave n'y travailla, mais seulement les divers corps de métier nécessaires à une telle entreprise et rémunérés sous forme de salaire. Plutarque n'hésitera d'ailleurs pas à souligner dans ses écrits le rôle prépondérant des femmes au sein de l'Empire achéménide. Les bas-reliefs sculptés à Persépolis sont ceux-ci de surprenant qu'aucune représentation de femme n'y figure parmi une myriade de figures masculines, animales et mythologiques, contrairement à de nombreux autres sites antiques sur lesquels les représentations féminines nous sont parvenues dans un bon état de conservation,
de même que des sceaux exhumés par les archéologues représentent des femmes. Les archéologues émettent l'hypothèse que ces représentations aujourd'hui absentes aient pu être détruites lors de la destruction du site par Alexandre le Grand en mai 330 avant Jésus-Christ. Cependant, d'importants vestiges échappèrent à la destruction, et notamment les tablettes administratives qui constituent l'une des plus importantes sources d'informations concernant l'organisation sociale de l'Empire achéménide. Ces dernières nous renseignent sur les catégories sociales auxquelles pouvaient appartenir les femmes achéménides. Les mutus étaient les femmes n'appartenant pas à la noblesse royale, les hirtis étaient les femmes appartenant à celle-ci mais non mariées, et enfin, les duxis, qui appartenaient quant à elles à cette noblesse et étaient mariées. Ces tablettes mentionnent également le rôle important que certaines femmes purent exercer au sein de l'administration. La polygynie ne semblait pas avoir été courante en cette époque, sauf peut-être chez les souverains et les personnages importants de la noblesse si l'on en croit les informations rapportées par les historiens grecs comme Hérodote, Plutarque, Dinon de Colophon et Ctésia. Un élément doit être souligné ici concernant les mœurs des Iraniennes. Nombre d'historiens pensent pouvoir dater l'apparition du voile sous le règne de Cyrus le Grand, avec pour dessein de préserver leur chasteté. L'habitude pour les femmes, notamment les princesses sassanides, de porter le voile aurait ainsi été transmise et se serait poursuivie durant les époques achéménides et séleucides avant de s'inscrire dans les usages byzantins. C'est lors des invasions arabo-musulmanes qu'ils auraient été adoptés par l'islam et se seraient répandus à travers tout son territoire comme une nouvelle habitude. Dans son livre Les Voix du silence, André Malraux écrit « Les femmes portaient le voile à la cour de Byzance comme à celle des Sassanides, et le cérémonial des Porphyrogénètes ne surprenait guère les ambassadeurs perses. Darius n'eût-il pas remercié Basile II de l'avoir ressuscité, d'avoir effacé de la terre jusqu'à l'âme de Phidias et de Brutus ? La situation sociale de la femme va connaître un changement capital avec la défaite des Achéménides devant les armées d'Alexandre le Grand, et son remplacement par la dynastie grecque des Séleucides, 305 à 64 avant Jésus-Christ. L'Iran, alors sous la domination grecque, va absorber une partie de sa culture, bouleversant de la sorte la société iranienne pour s'imprégner de certains us et coutumes du vainqueur. La femme grecque n'est point la femme iranienne et son statut dans la société hellénique n'est guère aussi salutaire que celui que lui confère la société iranienne. L'importante migration grecque en Iran perturba le mode de vie iranien, et le mariage zoroastrien monogame fut contrarié par le nouveau changement sociétal consistant pour moult femmes grecques à devenir les maîtresses des hommes iraniens, dans le cadre de mariages temporaires ou de ce que nous nommons couramment aujourd'hui des unions libres. Cette soudaine régression de la situation de la femme s'améliora de façon partielle au sein de l'Empire parthe, ou Empire arsacide, 247 avant Jésus-Christ 224 de notre ère, principalement sous l'effet des us et coutumes conservées par les différentes tribus qui peuplaient les vastes espaces de l'Iran central et méridional, dont l'unité fut difficilement maintenue face aux menaces séleucides et romaines. La femme iranienne chez les Sassanides, 224 à 651. Le rôle de la femme sous la période sassanide est étroitement lié avec sa considération pour la foi zoroastrienne, devenue alors religion d'État sous l'Empire sassanide gouverné par les Mobeds, les prêtres zoroastriens connus comme les fameux mages de l'Iran antique. Les femmes, qui pouvaient elles aussi devenir Mobeds, vont regagner tous les avantages perdus sous l'influence séleucide et même en acquérir des nouveaux sous l'impulsion des enseignements zoroastriens. Tablettes et inscriptions découvertes témoignent de la situation particulière des femmes de la cour et du règne d'Ardashir Ier durant lequel les femmes furent respectées, et ne pouvait être ignorée de quiconque, même du souverain. Autre point important, et non des moindres. La mère de Shapor II, 309 à 379, s'occupa de la régence de sa naissance jusqu'à sa 20e année en collaboration avec des Mobeds. Le Mobed Adurbad Marshpandan écrira dans ses Andars ce précepte : au cas où tu aurais un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, envoie-le à l'école pour qu'il soit orné de la lumière de la raison et qu'il vive bien. La dynastie sassanide compte 2 femmes parmi la liste de ses souverains. Il s'agit d'Eren Pourandort, 590 à 632, et sa sœur cadette Azarmidort, 600 à 631, qui régneront successivement entre 630 et 632. Les femmes sassanides ne rayonnèrent cependant pas uniquement par la royauté, mais également dans un domaine beaucoup plus inattendu. En effet,
Elles pouvaient s'engager dans l'armée au même titre que les hommes, ce qui surprenait grandement les Romains qui ne manquaient pas de les apprécier comme butin de guerre lorsqu'ils les capturaient. Le domaine juridique va lui aussi codifier les normes sociales, notamment à travers la rédaction du Madhyani Hazar d'Adestan, le livre des 1000 jugements, recueil des lois. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.